Bon après-midi, chers participants, à ce webinaire. Je ne sais pas si vous m'entendez. 5 sur 5, professeur. Merci beaucoup. Merci. Oh, prof. Merci. Bonjour, bonjour. Merci d'être venu. Notre session d'aujourd'hui donne la parole aux participants pour partager leur expérience et pratique dans l'hygiène des mains en milieu de soins. Nous avons dérogé à l'habitude que nous ayons un expert qui parle d'un thème. Aujourd'hui, après 3 sessions sur l'hygiène des mains, nous avons pensé utile que nous échangions chacun à partir de son expérience, de sa région, de son pays, qui puisse nous parler et partager avec d'autres participants cette expérience. Voilà le thème et le titre d'aujourd'hui. Peut-être nous pouvons encore nous donner quelques 5 minutes pour que ceux qui nous rejoignent puissent démarrer avec nous. Si on est d'accord, on peut s'accorder 5 minutes et après nous commençons. Et en attendant, nous pouvons nous présenter les uns aux autres. Nous commençons avec Monsieur Adama Trésor. Monsieur Adama, vous avez la parole. Monsieur Adama, je trouve qu'il n'est pas... Monsieur Amadou Ndiaye, ouvrez votre micro et présentez-vous. Bonjour, c'est Amadou Ndiaye. Je suis médecin interniste, un praticien hospitalier au Centre hospitalier national de Nouakchott, la Mauritanie. C'est un plaisir de vous entendre, docteur Tout le Amadou, plaisir est pour moi. Merci. et soyez le bienvenu. Merci, merci. Nous passons la parole à Monsieur Bonheur Ndoko. Monsieur Bonheur, si vous pouvez vous présenter aux autres participants. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. Ouais. Oui, moi c'est Bonheur Ndoko. Je suis expert PCI Africa CDC. Merci beaucoup, monsieur Bonheur, et bienvenue à cette séance. Ouais, merci professeur. Je vous en prie. Monsieur Constant Ghislain Ndoumé, à vous la parole. Monsieur Constant, ouvrez votre micro. Je pense qu'il y a un petit problème. Monsieur Freddy Kisaku,
Voulez-vous vous présenter? Nous allons passer la parole à Monsieur Ibrahima. Bonjour, messieurs. Bonjour, mes docteurs. Je me nomme Ibrahim Akouman, paraprofessionnel vétérinaire en Côte d'Ivoire, précisément le département de Dabakala. Merci beaucoup, Monsieur Freddy. Monsieur Ibrahima plutôt, vous êtes le bienvenu. Merci, docteur. Je vous en prie. Docteur Jean-Pierre, Docteur Jean-Pierre, Jean-Pierre Kazadi, voulez-vous prendre la parole? Il y a un problème. Docteur Valérie, Docteur Valérie, voulez-vous vous présenter aux participants? Merci beaucoup, cher professeur, et bonjour à tous. Moi, c'est Valérie Chilombo Kazadi. Je suis médecin et spécialiste en prévention et contrôle des infections, membre de SCPCI. Merci. Merci beaucoup, Docteur Valérie. Madame Kanika. Madame Kanika, voudriez-vous vous présenter aux participants? Madame Kanika, elle le fera certainement après. Monsieur Alex Bakale. Monsieur Alex Bakale, si vous nous suivez, veuillez vous présenter. Bonjour, professeur Boulaboula. Bonjour. Je suis Alex Bekale Balogo. Je suis gabonais. Je suis ingénieur sanitaire. Je travaille au ministère de la Santé pour le compte de l'Institut public d'assainissement et également pour le compte de l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale où je suis enseignant. Donc, depuis un peu avant Covid, mais surtout pendant Covid, j'essaie de suivre avec vous d'ailleurs les aspects de PCI et j'ai été point focal PCI WASH, point focal national PCI WASH pendant toute la période de Covid et même après Covid. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi de participer à ces sessions et de toujours recevoir vos enseignements. Merci et encore une fois, bonjour à tout le monde. Merci, Monsieur Alex. C'est tout un plaisir. Le plaisir est partagé d'échanger ce que nous connaissons ensemble. Monsieur ou Madame Noëlla Kabale. Madame Paola, est-ce que vous pouvez vous présenter aux autres? Monsieur Roland. Monsieur Roland, prière vous présenter aux participants. Oui, merci beaucoup, cher professeur. Bonjour à tous. Je suis Roland Loandico, médecin résident au clinique universitaire de Bukavu en médecine interne. Merci, docteur Roland. C'est un plaisir de vous Merci, professeur. entendre. OK. Merci beaucoup. OK. Monsieur Adama Trésor Mirindi. Monsieur Adama, toujours pas connecté.
Et moi-même, Boulaboula Ali, je suis médecin et enseignant, membre de SCPCI. Je pense que le temps que nous nous sommes donné est là et nous commençons notre session. Comme je l'ai indiqué d'entrée de jeu, la session est libre. On peut demander la parole à main levée ou on peut écrire dans le chat la demande de cette parole pour intervenir, de partager avec tout le monde l'expérience et la pratique de lavage de mains en milieu de soins là où vous vous trouvez. Vous avez la parole. Alors, qui se jette à l'eau le premier? Je vois la main levée de Monsieur Jean-Pierre ou Docteur Jean-Pierre. C'est Docteur Jean-Pierre, oui. Docteur Jean-Pierre, vous pouvez partager avec nous et avec tous les participants comment cela se fait dans votre milieu de travail. Vous avez la parole. Merci beaucoup, cher professeur Ali, et mes salutations à tous les participants. Je Merci. suis de la province de Lomami, en République démocratique du Congo. Présentement, là, à Cabine, dans le chef-lieu. Avant que je ne sois parti aux études, j'ai œuvré dans une structure, un hôpital de l'État, mais sous la gestion de l'Église catholique. Je peux dire que l'expérience dans le domaine de lavage des mains est mitigée plutôt dans le sens où quand la communauté des béatitudes qui gérait au quotidien l'hôpital était encore aux commandes et toutes les sources d'approvisionnement d'eau de la structure avaient été assurées. Et régulièrement, on pouvait trouver des stations avec du savon. Il s'est passé quelque chose qui n'est pas du tout appréciable. Les prêtres autochtones ont préféré gérer eux-mêmes la structure et ravissant la gestion entre les mains des expatriés. Depuis que les autochtones, les prêtres congolais ont pris la commande de la structure, de temps en temps, on assiste à des pénuries de l'eau, ce qui rend difficile le lavage des mains dans tous les services. Et parfois, la présence de points d'eau, mais sans les savons liquides comme cela est exigé, mais à la place, on trouve un cube de savon solide, de quelque nature que cela puisse être. C'est cette situation qui a mené la plupart de personnel soignant à pouvoir se procurer chacun son alcool dénaturé ou son gel hydroalcoolique plutôt, afin de pallier à la carence régulière d'eau et de savon dans les différents services. Actuellement, les médecins directeurs qui essayent de demander au comité de gestion la disponibilité en eau, il est mal vu et de temps en temps,
il reçoit des menaces de la part de la communauté qui gère la structure. Il faudrait noter que la province de Lomami, c'est parmi les nouvelles provinces issues du démembrement de 2015 et a été démembrée à partir de l'ancienne province du Kasaï oriental. Il n'y a ni courant, ni un régime de distribution d'eau potable. Ce qui fait que l'eau que l'on utilise dans les structures, c'est de l'eau des puits aménagés, s'il faut les appeler ainsi. Et quelquefois, les politiciens ont essayé de faire des distributions d'eau à partir des sources, mais que cela ne soit jamais appelé une bonne régie de distribution d'eau. C'est dans ce contexte que la structure où j'évoluais avant d'aller aux études fonctionne. Et à mon retour, il y a pratiquement 3 semaines, je n'ai pas trouvé de grands changements. La situation est pareille, ce qui fait que à la place, c'est l'eau est là, peut être là, tout comme ça peut manquer dans les services. Et pour pallier à ça, on a l'alcool dans différents services pour ainsi bypasser le lavage régulier de nos mains. Merci, professeur. Merci beaucoup, docteur Jean-Pierre, pour nous donner la pratique de lavage de mains à l'hôpital de Cabinda. Merci. Je voudrais rappeler à tous nos participants que lors de la première séance, on a évoqué les problèmes ou les facteurs de la non-observance au lavage de mains en milieu de soins. On a parlé de facteurs individuels, de facteurs institutionnels et même climatiques. Alors, je ne sais pas, docteur Valérie, si ce serait mieux de laisser parler un certain nombre de participants qui nous donnent leur expérience ou bien on discute cas par cas. À vous, docteur Valérie. Merci bien, professeur. Je pense qu'il est idéal d'essayer d'aborder au cas par cas, tout en nous limitant dans le temps de l'intervention par rapport à l'expérience. Sinon, nous allons perdre les éléments donnés de façon, ou sinon deux cas discussion ou un cas de discussion pour ne pas perdre les éléments exposés par les différents participants. Je proposerai cet aspect-là. Si une deuxième Merci beaucoup. expérience peut être donnée, nous prenons nos notes et après nous pouvons faire des interventions de façon à nous aider mutuellement pour essayer d'améliorer la situation ici. Merci beaucoup. Alors, nous allons discuter de cette première présentation. Nous pouvons discuter et celui qui va prendre la parole après se prépare. Peut-être que nous prendrons 2 autres à la suite de cela. Merci. Alors, chers participants, nous venons de suivre l'expérience de notre collègue Dr Jean-Pierre. S'il y a des questions, on peut les poser. Je vois la main levée. Est-ce que c'est toujours... Oui, c'est une nouvelle main, professeur. Voilà. J'ai une bande au-dessus des noms, alors ça cache parfois les... Vous pouvez y aller, confrère. Merci beaucoup. Merci, docteur Jean-Pierre, pour ce partage d'expérience. Je voulais un peu poser la question de savoir, avez-vous un comité PCI? Si oui, avez-vous tenté de pouvoir à faire l'approche multidisciplinaire de résolution donc, de ce problème? Je sous-entends que dans votre comité PCI, s'il existerait, vous avez des administratifs
de l'hôpital qui sont aussi inclus dans le comité PCI. Et s'il est opérationnel, à ce moment-là, je pense que la suggestion serait de pouvoir aborder cela de façon multidisciplinaire avec le comité PCI pour essayer de pouvoir trouver une solution tout en mettant des thèmes qui permettraient à ce qu'on puisse avancer pour améliorer. Ça veut dire que vous faites une évaluation parce que vous ne venez de rentrer que maintenant, peut-être après un long temps, qu'il faille nécessairement de faire une évaluation de la situation PCI, les trouvailles ou tout ce que vous aurez eu comme trouvailles, exposer les insuffisances de façon à ce que vous puissiez mettre à jour votre plan PCI. En ce moment-là, vous avez une intervention participative de tous. Donc, ma question est de savoir si vous avez un comité PCI opérationnel, bien sûr. Merci. Docteur Jean-Pierre, vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur Valérie. À ma connaissance, il n'y a pas de comité PCI à proprement parler. Au retour, ce que je fais, c'est à la suite de différents enseignements que nous avons reçus, j'ai préféré faire une conférence débat pour la restitution des grandes lignes, notamment la gestion des déchets et le lavage des mains. Alors, lors de cette séance, qui a été bien sûr même émaillée de beaucoup d'incidents, les, les comités directeurs avaient été attaqués parce qu'il y avait eu des révélations, des indignations de différents personnels, surtout les médecins. Donc, il n'y a pas un comité PCI à proprement parler. Pour ça, je peux Merci. terminer peut-être mon intervention en suggérant Oui, ceci. Je crois que le oui, collègue oui. qui vient de rentrer risquerait de se retrouver dans une querelle, embourbé dans une querelle des choses qu'il n'a pas lui laissées ou de nouvelles choses. Et les plateformes de ce genre étant des opportunités pour pouvoir se régler les comptes. Et en ce moment-là, ça risquerait de tuer la beauté de la PCI. Donc, je lui suggérerais de pouvoir procéder, évidemment, à une évaluation PCI en général, et en ce moment-là, de pouvoir euh, faire une restitution dans le sens de dire que voilà nos trouvailles et voici que chacun d'entre nous est invité à pouvoir participer au comité PCI qui doit être mis en place, qu'il prenne son mal en patience pour ne pas aller très vite, parce que ce genre de choses crée énormément, les gens sont résistants au changement, qu'il faille après, ça c'est ma suggestion, qu'il faille après que tout le monde ait participé à la mise sur place du comité PCI, d'aborder les problèmes point par point et essayer de regarder là où les acteurs principaux, parce que dans la responsabilisation des points d'action, il y aura des acteurs qui seront responsables et les ressources qui doivent être allouées à cela. Ça permettrait de pouvoir éviter les règlements de compte au cours des réunions, que quand au cours des réunions, les gens s'enflamment autour d'une situation, qu'il faille retourner les gens aux problèmes plutôt qu'aux individus. Cela résoudrait énormément le problème. Merci. Merci beaucoup, docteur Valérie. Je voudrais dire à docteur Jean-Pierre que l'intervenant de tout à l'heure a une grande expérience dans le domaine et essayer de mettre en pratique ce qu'il vous suggère. Ça va vous aider individuellement, mais ça va aider aussi pour beaucoup l'institution et je pense que ce sera un très bon point de départ. Merci, docteur Valérie. Merci, docteur Jean-Pierre. Merci, professeur. Alors, OK. Nous attendons d'autres interventions en fonction des expériences des uns et des autres, là où ils œuvrent.
Sir, vous permettez que je pose une question après avoir partagé quelque chose que j'ai connu en Afrique du Sud. Volontiers, volontiers, docteur Valérie. Euh, Durant la pandémie Covid, pendant que Oui, les frontières étaient fermées, oui, l'Afrique du Sud a eu besoin des experts PCI. Et nous étions en ce moment-là en République démocratique du Congo. Nous avons eu la grâce de pouvoir nous déplacer, très peu de gens, dans un très grand avion jusqu'en Éthiopie. Et de là, un avion sud-africain est venu nous prendre. Nous sommes allés en Afrique du Sud pour prêter main forte dans la lutte contre Covid. oui, Là, j'étais dans une province, et cette province, c'est celle du Limpopo, où nous avons essayé, c'était d'abord la province de Gauteng, là où se trouvent Pretoria et Johannesburg. De oui, là, nous avons été déployés jusqu'au Limpopo, au nord. Cela, c'est à la frontière avec le Zimbabwe. Nous avons travaillé en circulant dans plusieurs provinces, sauf deux provinces, ça veut dire celle de Free State et celle de Western Cape où se trouve Cape Town. Alors, quelle est l'histoire? C'est que durant Covid, l'Afrique du Sud a mis beaucoup de moyens par rapport à l'amélioration des conditions d'hygiène de main dans les hôpitaux, dans les lieux publics, et on a dû mettre dans les hôpitaux, que ce soit aux entrées, aux points euh, essentiels euh, des stations d'hygiène de main, avec des solutions hydroalcooliques et évidemment des stations de lavage de main eau et savon. La pandémie est terminée et déjà donc 2023, j'ai eu la chance de pouvoir circuler maintenant à Western Cape, ça veut dire à Cape Town, dans certains hôpitaux. Et je peux vous rassurer que les stations d'hygiène de main qui ont des solutions hydroalcooliques ne sont plus approvisionnées, quoique au niveau de l'hôpital, nous avons des intrants disponibles. Je dis bien disponibles, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a qui sont disponibles et que l'habitude de pouvoir passer par l'hygiène des mains, que ce soit le public, tout ce qu'on avait à l'entrée, même des hôpitaux, un des grands hôpitaux au niveau de Cape Town à Kaelicha, vous n'avez plus toute cette structure. Donc, du coup, nous sommes tombés dans un piège où les gens pensent que hygiène de main dans une institution hospitalière, c'est lié à Covid et que Covid est passé. Les gens ne font plus l'hygiène de main avant d'entrer et ne font plus l'hygiène de main avant d'en sortir. Ce qui est totalement une histoire qui est venue tordre la compréhension réelle de ce que c'était avant, parce que déjà avant, nous nous battions pour que la PCI puisse essayer de pouvoir installer des stations d'hygiène de main dès le départ, à l'intérieur et aux points sensibles, aux points essentiels, et que la population soit éduquée comme le personnel de santé à entrer et à ressortir avec cet acte, ce geste très vital. Donc, la question que je pose maintenant auprès des participants, c'est de savoir, nous venons de finir tout un mois durant lequel nous parlons intensément d'hygiène des mains. Quel est le niveau d'acceptation et de pratique de cette hygiène des mains au niveau de nos institutions en dehors de la pandémie COVID? Merci, professeur. Merci beaucoup, docteur Valérie. C'est très riche ce que vous venez de dire. Euh, vous avez une institution ou des institutions qui sont équipées, mais après cette pandémie, la pratique tombe. C'est d'abord un problème individuel et collectif. Individuel parce que tout le monde s'est dit, ben, pourquoi je dois encore passer le temps à me laver à l'entrée comme à la sortie? Le danger est passé. Collectif et institutionnel en même temps, on n'a pas eu le temps de former ce personnel pour que le personnel s'approprie l'esprit de se laver les mains après
des indications habituelles. Moi, j'ai noté qu'il y a eu non-appropriation des indications de lavage des mains dans toute la structure et même la société tout autour de cette structure. Dans un premier cas exposé dans un milieu où il y a eu un problème de gestion, hein, comme facteur de non-observance, on change de gestionnaire et les habitudes changent. Nous sommes devant un cas où tout y est, mais personne ne s'intéresse à approvisionner ou à pratiquer. Voilà ce que je pouvais dire à ce niveau. Quelqu'un d'autre peut donner aussi son point de vue sur les deux cas. Merci. Alex Bakale, la main est levée. Et Docteur Valéry, vous allez merci. m'aider parce que moi, je ne vois pas les mains levées. Monsieur Alex, allez-y. Ah, d'accord. Merci, docteur Valérie. Merci, professeur Oulaboula. Le cas qui a été relevé tantôt, je crois qu'il n'est pas très différent de plusieurs autres. Je vais parler du Gabon. Je suis gabonais, j'exerce au Gabon. Nos hôpitaux, euh, il y a un grand relâchement de lavage des mains après la COVID. J'ai peut-être eu la chance d'avoir été, comme je le disais lorsque je me suis présenté, administrateur national chargé de la PCI au niveau de l'OMS pendant la COVID. Et donc, pendant que nous étions là, l'OMS, par exemple, a beaucoup appuyé le pays dans les formations, les sensibilisations, les renforcements des capacités au niveau des formations sanitaires, afin que le personnel de santé puisse s'approprier vraiment l'importance du lavage des mains, y compris prendre des précautions, des mesures pour que les usagers également puissent s'approprier cela et pouvoir l'intégrer. Ça a marché, un peu, disons, pendant la pandémie, là. Mais après la pandémie, ça a été un relâchement total. Et déjà, avec le fait qu'il y avait des difficultés d'approvisionnement en eau, et il y avait également des difficultés d'approvisionnement en intrants, comme les savons, comme les mouchoirs pour s'essuyer les mains, les serviettes, etc. Donc, beaucoup d'hôpitaux ont estimé que ça a un coût qui n'était pas forcément inscrit dans les budgets. Et peut-être parce que l'épidémie était là, il fallait vraiment faire le nécessaire. Et lorsque l'épidémie est partie, il a été peut-être vu qu'il n'y avait plus l'urgence de pouvoir prendre ces précautions-là. Et pratiquement, tout est redevenu comme avant Covid. Déjà, là où il y avait les dispositifs de lavage des mains, parfois, si le dispositif est là, il n'y a plus l'eau. Et même s'il y a de l'eau, il n'y a pas de savon. Donc, la régularité n'est plus faite. Et, en principe, là où il y en a même, l'eau n'existe pas. Parfois, c'était des cubiténaires qu'on disposait un peu dans des endroits, des structures au port d'entrée où il n'y avait pas l'eau. Et ces cubiténaires-là ne sont même plus approvisionnés. Donc, il y a autant de problèmes qui persistent dans l'histoire de lavage des mains, malgré les formations, malgré tout ce qui a été fait pour que le personnel de santé puisse s'approprier. Il y a même, excusez-moi d'être un peu long, au niveau du Gabon, nous n'avons pas de comité PCI. Malheureusement, ça ne prend pas. Nous avons essayé de rencontrer les autorités, nous avons essayé d'adresser des correspondances. Bon, ça ne prend pas encore. On espère que cela sera fait. Mais nous avons travaillé avec des agents d'hygiène qui sont affectés au niveau des hôpitaux. Et ces agents-là, malgré le fait qu'ils soient là, qu'ils peuvent effectivement essayer de suivre les activités en termes de lavage des mains dans les différents services et les points stratégiques, se plaignent également de ceux qui n'ont pas les équipements nécessaires pour pouvoir réaliser leur travail.
Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à cela. Les formations ont été faites pour le cas du Gabon. Puis dans tout le Gabon, hein, on a vraiment sensibilisé. Moi, personnellement, j'ai pris part aussi bien au niveau de Libreville qu'à l'intérieur du pays. On a laissé des comités provisoires pour qu'ils puissent effectivement suivre cela. Ça a marché pendant Covid, après Covid. Il y a eu un grand relâchement et d'autres difficultés qui sont certainement pareilles par ailleurs. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Alex, pour ce récit et ce partage d'expérience. Docteur Valérie, avez-vous un commentaire à placer? Merci beaucoup, professeur. Euh, je suis très intéressé à sortir un thème ou même quelques thèmes qui pourraient se suivre probablement pour les prochaines sessions. Ça veut dire, euh, je crois que les deux intervenants, que ce soit le premier qui m'a précédé ou le deuxième, donc Jean-Pierre. docteur Alex, Jean-Pierre, docteur Jean-Pierre et puis docteur Alex, tous précisent qu'il n'y a pas de comité PCI. Je crois qu'il faudra que nous puissions rentrer sur la notion de comment installer un comité PCI au niveau national, au niveau du district, au niveau de la zone de santé et au niveau de la formation sanitaire. Je crois que c'est assez intéressant parce que si cette notion n'est pas comprise par les uns les autres, il deviendra très difficile de pouvoir avoir un programme PCI fonctionnel et efficace. Parce qu'il existe des composantes d'un programme PCI qui soit efficace. Je sais que les aspects budget vont revenir, mais rentrons sur cette réalité. Et il faudra profiter de la position de Dr Alex parce qu'à ce niveau, il est à un niveau stratégique et que le niveau stratégique n'arrive pas à faire prendre ou à faire fonctionner un comité PCI, cela demande que nous puissions nous y pencher. Et pour revenir par rapport aux habitudes, ça veut dire que les ABC de la PCI en termes de précautions standards reste un problème qui n'a pas été compris. Parce que la plus grande des composantes et la toute première des précautions standards, c'est l'hygiène des mains. Et l'approche multimodale devra être absolument mise en jeu de façon à ce que nous puissions arriver à changer et rendre effective la pratique. Avec les enquêtes et les enquêtes sur l'observance d'hygiène des mains. Pourquoi nous sommes en train de dire cela? Eh bien, parce que si les ABC des précautions standards ne sont pas compris, l'hygiène des mains à elle seule ne pourrait pas fonctionner. Il faudra que les gens comprennent. On forme, comme il a dit, c'est une approche unimodale. Il faudra ajouter d'autres approches qui permettraient, et surtout l'hygiène des mains est une très grande opportunité. Maintenant, nous entrons sur la difficulté de fourniture en intrants, qui est une difficulté réelle qui est liée probablement aux notions de budget. Mais la prise en charge communautaire, j'insiste là-dessus, parce que ici, c'est la beauté de l'implication de la communauté là-dedans. Je vous donne un exemple. À l'est de la RDC, durant l'épidémie Ebola, eh bien, c'est vrai que nous utilisions l'eau chlorée parce qu'il n'était pas possible de pouvoir avoir une très grande quantité d'eau et de pouvoir utiliser à ce moment-là l'eau et le savon, même si ça existait, mais l'eau chlorée résolvait énormément de problèmes. Quoique, aujourd'hui, nous savons bien qu'avec la sensibilité, on appelle comment l'hypersensibilité, c'est cela, les allergies et autres, Oui. c'est assez réduit, c'est le dernier recours que nous faisons. Mais la réalité des faits est là que l'implication communautaire permet de résoudre. Je vais essayer d'être bref ici. Nous sommes dans un milieu rural. Aujourd'hui, c'est une ville, mais c'est un milieu quand même semi-rural. Mweneditu, en République démocratique du Congo. Ici, pour pouvoir construire un centre de santé, les tradis praticiens et les amis de la médecine moderne se sont retrouvés, ou la médecine occidentale, permettez-moi les deux expressions, se sont retrouvés et pour construire le bureau de la zone de santé, les tradis praticiens ont amené les planches, ont amené, parce qu'eux pouvaient facilement avoir les planches, les tôles ont été amenées par
les autres collègues et on a construit un bureau là-bas de la zone de santé, dans une zone de santé, ici par les praticiens, ensemble avec les médecins et ou le personnel de santé de la médecine systématiquement organisé et on peut réussir. Alors, je vais vite à l'est de la RDC pendant l'épidémie d'Ebola. Ici, les communautés se sont organisées de façon à ce que les intervenants du point de vue social puissent avoir des gens qui se relayent pour aller chercher de l'eau à une source d'eau et venir approvisionner les différentes structures qui étaient dans un environnement donné. Alors, je parle ici dans un milieu rural. Hein. Alors, je ne sais pas, par rapport à Libreville où vous êtes, comment est-ce que les choses sont organisées. Il est assez important de pouvoir identifier. Vous faites le mapping des intervenants qui peuvent être là, des partenaires qui peuvent venir vous appuyer, de façon à ce que, se basant sur leur présence, on essaie de pouvoir rendre plus effectif l'approvisionnement de l'une ou de l'autre manière, tout en comptant sur les ressources locales, de façon à ce qu'on puisse essayer de s'approvisionner dans ABCD. Et la dernière des choses que je vous suggérerais, c'est que l'eau et le savon peuvent être aussi difficiles à acquérir vu que l'eau courante est difficile à attraper, mais néanmoins, vous pouvez arriver à produire l'alcool localement, donc la solution hydroalcoolique, en utilisant la méthode de l'OMS. Vous pouvez essayer de pouvoir faire cette promotion tout en n'excluant pas l'approvisionnement en eau. C'est peut-être des théories, mais il est mieux que nous puissions avoir une approche ensemble pour essayer de pouvoir nous aider mutuellement. Je m'excuse pour la longueur de l'intervention, parce que là, on joue avec beaucoup de paramètres que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas, mais on peut se prendre en aparté pour essayer de pouvoir discuter de la façon dont cela peut être abordé. Mais surtout, et résumé, l'installation des comités PCI. On finira par vous entendre, par votre persévérance, on finira par adhérer à ce que vous prêchez. Merci. Merci beaucoup, Dr. Valérie, pour ces apports et surtout certaines précisions et les encouragements que vous donnez aux uns aux autres et surtout à M. Alex, qui a une grande expérience du terrain, mais qui n'a pas d'appui. Qui n'a pas d'appui. Prochain intervenant. Il y a le collègue Jean-Pierre, docteur Jean-Pierre, qui est suivi par Stani Itende, dont les mains sont levées. OK. Monsieur Stani, voudriez-vous nous donner votre expérience de lieu ou bien un commentaire sur ce qui vient d'être dit? Merci beaucoup, professeur Ali, pour la parole. Et je tiens également à remercier le professeur Valérie pour ses explications. Je pense qu'il a tout balayé, mais je voulais revenir par rapport à sa question sur l'acceptation. Je vais être bref. Il suffit juste de mener une enquête. Vous allez voir que les taux de conformité, surtout moi je suis actuellement ici à Kinshasa, vous allez remarquer que cela est toujours faible. Donc, je ne vais pas citer un hôpital ici, c'est un grand hôpital tertiaire où on avait installé le, le dispositif de lavage de mains automatisé. Mais après, ça ne fonctionne plus, je n'utilise plus. Et donc, vous comprenez que l'acceptation des gens des mains dans les établissements de santé, tel que le professeur a su bien balayé, dépend de nombreux facteurs, notamment là de la disponibilité des ressources jusqu'à la culture institutionnelle. Donc, moi, je vais m'appesantir aussi sur, au niveau de la culture institutionnelle, donc sur le leadership hospitalier. Euh, je pense que il est important également de pouvoir à ce que impliquer davantage les dirigeants de l'établissement de santé pour qu'ils puissent également prêcher par l'exemple. Parce que leur rôle est crucial pour, euh, pour asseoir euh, cette politique et également favoriser le programme de l'hygiène au niveau de l'établissement de santé et également encourager. Et donc, il est important d'encourager les dirigeants à favoriser vraiment l'adhésion de l'hygiène des mains parce que leur rôle est crucial et même au niveau de l'établissement et même que ce soit dans la mise en œuvre des comités PCI, je pense qu'on doit aussi insister sur le leadership des dirigeants qui vont vraiment s'impliquer, favoriser l'adhésion, ou même soutenir les comités PCI dans les renforcements des audits réguliers et tout d'information, parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup. Et également
le soutien dans la formation continue et également l'amélioration des conditions de travail. Même le docteur a dit sur la production locale des solutions hydroalcooliques, ça c'est une très très bonne innovation. Je pense que les leaderships, leur implication vont permettre la réussite de ces programmes, même que ce soit la réussite des fonctionnalités du comité PCI, que ce soit la réussite de la production locale des gels hydroalcooliques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Stani. Est-ce que, avant que je passe la parole, je voudrais revenir à la question qui a été posée aux deux précédents intervenants. Est-ce que dans cette institution dont vous nous parliez, il y a un comité PCI pour commencer? Monsieur Stani? Monsieur Stani? Oui, professeur. Les Je pense, comités oui. existent malheureusement. La majorité de ces comités ne sont pas fonctionnels. Ah, ok, ok, ok. Parce que quand vous avez insisté sur l'implication des responsables de la structure, eh bien, docteur Valérie, tout à l'heure, a évoqué la stratégie multimodale. Eh bien, une bonne application de cette stratégie peut corriger pas mal de choses qui ne fonctionnent pas à l'heure actuelle. Merci. Merci. S'il y a d'autres questions à poser à Monsieur Stani, on peut accorder la parole avant de passer à l'intervenant suivant. Professeur, permettez un peu que je puisse placer un mot par rapport à la situation. Je crois que notre collègue Stani a dit c'est Kinshasa. Oui, Euh, allez-y. Cher collègue Stani, il est assez intéressant d'apprendre que vous êtes à Kinshasa. Dans le terme de la communication PCI, sachant très bien que Kinshasa est une ville très forte par rapport à la musique et par rapport à la culture, je crois qu'il est assez important que nous puissions impliquer les uns et les autres à ce stade. Je crois que si, notamment par rapport à la multiplicité des épidémies au niveau de la République démocratique du Congo, l'implication des artistes musiciens et de tous ceux-là qui peuvent arriver à pouvoir faire de l'infographie, ça veut dire essayer de pouvoir faire des posters, faire des affiches qui permettraient à ce que, même des petits spots qui permettraient à ce qu'on puisse amener l'ensemble de la population à comprendre que, au niveau des formations sanitaires, le personnel de santé, les visiteurs, les membres des familles, les malades aussi sont appelés à pouvoir collaborer à cela. Cela nous ferait gagner. Et je ne pense pas que toujours les artistes musiciens demanderaient toujours et toujours de l'argent. C'est question d'avoir aussi des réunions avec eux, essayer de produire ce genre de choses et multiplier. Et en ce moment-là, les communications au niveau de la population. La population finira par exiger du personnel de santé un certain nombre de choses. Il est arrivé que dans un milieu, euh, je crois l'avoir déjà dit à une des séances, que nous sommes allés avec un enfant pour la dentisterie et que l'assistant dentiste qui était là voulait bien assister le dentiste avec les gants avec lesquels il venait de nettoyer le matériel. Je l'ai tiré à côté, je lui ai dit, non, enlevez vos gants, vous ne pouvez pas faire ça. Et après, je lui ai dit à l'oreille qui j'étais. Et la personne s'est exécutée, n'a pas touché l'enfant avec cela. Pour dire que si le personnel est engagé et répétitivement harcelé, excusez-moi l'expression, par l'information et par la demande de la population, il y a des choses qui vont changer. Mais également, retourner à la fonctionnalité des comités PCI nous aiderait. Et
qu'il y a moyen de vous prendre en aparté pour essayer de vous accompagner par rapport au travail et voir éventuellement ce qu'il y a. C'est ainsi, professeur, qu'il faille apprécier le rôle de SCPCI, que les contacts avec les différents groupes qui ont travaillé, avec les différents intervenants qui ont travaillé, que cette expertise soit partagée pour essayer de pouvoir aborder justement. Donc, ça veut dire de toutes ces communications qu'il y a ici, on passe maintenant à la pratique pour essayer d'appuyer dans la pratique quotidienne par des conseils et des approches les uns et les autres. Et il est à apprécier cette formule que vous avez prise aujourd'hui pour essayer de pouvoir partager les difficultés et les expériences vécues. Merci. Merci beaucoup, docteur Valérie. Toutes les suggestions, je pense que vous les notez, comme moi je les note, mais aussi les participants. Nous ne sommes pas dans deux camps différents. Je pense que nous formons une famille, la PCI, que nous voulons améliorer les choses dans nos milieux respectifs de travail et de vie aussi. Donc, cette formule, vous donnez la parole, animer. Je pense qu'il faudrait que nous répétions ça plusieurs fois et ça va nous aider. Ça va nous aider. L'intervenant suivant, je ne vois Le docteur pas. Jean-Pierre. Oui, docteur Jean-Pierre. Merci beaucoup, professeur. J'ai eu une petite intervention par rapport à la question soulevée par le docteur Valérie. Alors, lors de notre formation, le directeur de notre master, le professeur Mouyembe, que je cite avec honneur, aurait relevé cet aspect en disant que lorsqu'il y a des épidémies et dans les équipes de riposte, on y ajoute toujours les anthropologues et les sociologues. Ceci, c'est pour faciliter l'acceptation au sein de la population. Alors, par rapport à sa question, n'est-il pas possible que même dans l'application des mesures comme le lavage des mains dans les structures, que l'on puisse prévoir des anthropologues afin de faciliter la pérennisation des acquis de chaque activité ou programme instauré? Merci. Merci beaucoup. Je l'ai entendu avancer aussi cette proposition lors des ateliers qui se sont passés à Kinshasa, je pense qu'il y a un mois ou deux. Euh, il a, il a proposé cela, pas proposé, mais il a souligné que chaque fois qu'il y a épidémie, cette catégorie de professionnels est là, les anthropologues, les sociologues. Oui, mais ils sont à combien? Ils sont à combien pour être à tous les niveaux qui travaillent? C'est possible. Moi, je ne vois pas d'inconvénient de les mettre parce que eux, euh, ils sont expérimentés dans la communication. Mais l'autre côté, c'est l'argent. C'est l'argent. Ils vont demander de l'argent. Mais il faut tout tenter. Il faut tout tenter, comme disait docteur Valérie. Il faut les intéresser. Ils vont contribuer. Mais je sais que pour les grandes épidémies, ils sont toujours là, sauf au niveau des structures secondaires et primaires. Merci beaucoup, docteur Jean-Pierre. Professeur, une petite contribution à ce propos. Oui, Lorsque nous n'avons pas le spécialiste anthropologue, parce que la RDC, par exemple, ou le Gabon, vous n'avez pas, ou tout autre pays africain, vous n'avez pas, comme vous l'avez dit, dans toutes les sociétés jusqu'au niveau basal, des spécialités. Et alors, il y a des personnes qui jouent
un tiers, un quart, un cinquième, même 20, 20% probablement, donc ou 40, même 50% du rôle joué par l'anthropologue. Dans l'organisation des comités PCI, au niveau, par exemple, de la structure des soins de santé primaire, quand nous prenons une structure de soins de santé primaire, quand nous prenons un hôpital, vous avez les représentants des malades. Vous avez éventuellement probablement quelques leaders communautaires. Ça s'est fait dans la lutte contre Ebola qui viennent participer. Ça peut être un prêtre, ça peut être un pasteur, ça peut être un leader traditionnel. Ces personnes-là connaissent leur milieu. Ces personnes-là, puisqu'elles y adhèrent, elles peuvent faciliter la tâche pour la récolte d'informations et pour le traitement de rumeurs, parce que ceci entre dans le cadre de la communication des risques et de l'engagement communautaire. Donc, cela, du coup, permet de pouvoir compenser l'absence d'un spécialiste. Je ne dis pas compenser totalement, mais essayer tant soit peu de pouvoir penser l'absence d'un spécialiste de la question par d'autres personnes qui ont une spécialité d'expérience. Voilà un peu ce que je peux dire, d'expertise ou d'expérience dans le vécu quotidien avec cette population-là. Cela permet de pouvoir faciliter une certaine acceptation. Merci. Merci beaucoup, docteur Valérie, pour ces apports. Ceci revient à dire, nous avons des leaders communautaires, qu'ils soient religieux, politiques ou traditionnels, qu'on peut exploiter, pas exploiter dans le mauvais sens, mais exploiter leurs connaissances, leurs pratiques pour faire passer le message. Mais dans la formule des centres de santé, il y a des relais communautaires. Je pense qu'il faut former ces relais communautaires pour passer ce genre de message. Pas seulement pour récolter les données dans la communauté, les amener, mais les former dans le sens de sensibiliser davantage les populations à ce genre de problème et pallier aussi au manque de spécialistes en anthropologie et en sociologie. Merci beaucoup. Autre intervenant? Je vois notre collègue Yapo Guillaume ouvrir le micro de temps à autre. Peut-être qu'il ne s'est pas levé la main. Euh, Monsieur Il a un mot à Yapo, passer. Monsieur Yapo, vous avez la parole. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Il doit avoir un problème parce que répétitivement, il ouvre le micro, mais quand il parle, cela ne nous arrive pas. Oui, oui. Professeur, il y a une question qui est posée dans la boîte à conversation. Oui. Notre collègue Adama Trésor Mendy dit ceci. Merci beaucoup. Parce qu'il est dans un milieu bruyant, mais il dit qu'il ne sait pas parler. Il dit que merci beaucoup pour les apports des différents intervenants. En plus des comités PCI dans différents milieux sanitaires, il est aussi important de contextualiser les informations, comme par exemple dans un milieu où il y a carence d'eau. Comment laver les mains avec euh, du savon et une eau abondante. Alors, ça, il pose une question, comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre? Parce que nous n'avons pas de l'eau, mais alors qu'on a besoin d'eau pour pouvoir faire l'hygiène des mains. Comment est-ce qu'on peut arriver à contextualiser ou adapter les choses en fonction de cette situation? Je crois que la question est posée à tout le monde pro. Probablement Oui, qu'il y a des gens qui ont des réponses et on pourrait peut-être intervenir après les uns et les autres. Merci. OK. Merci beaucoup, Monsieur Yapo. Nous demandons à l'ensemble des participants, en fonction de la situation de manque d'eau dans certains coins du continent, comment se tirer d'affaire? Vous avez la parole.
Notre collègue Guillaume essaie de parler, mais malheureusement, cher collègue, est-ce que vous pouvez vous retirer, quitter la plateforme et revenir? Probablement que votre micro pourrait être fonctionnel. Et si vous avez un casque, enlevez également le casque et utilisez directement l'ordinateur ou votre téléphone sans casque. Probablement que nous allons vous entendre. Il y En a le attendant, collègue Jean-Pierre qui lève la main pour pouvoir essayer de répondre à la question du professeur. oui, Jean-Pierre, allez-y. Merci beaucoup, professeur. Bon, nous savons que dans les fins fonds, on assiste souvent à des situations de carence dans nos structures. Et nous savons aussi que euh, si les gestionnaires sont vraiment visionnaires, euh, ils peuvent chercher à contourner cette difficulté en faisant les puits aménagés. Et je ne pense pas que les puits, ainsi que cela est faisable dans mon milieu ici, puissent être trop coûteux au point que cela devienne un fardeau pour les gestionnaires. Donc, si on manque de l'eau dans une structure, c'est peut-être un problème organisationnel et qu'il faudra peut-être soumettre aux gestionnaires de mobiliser quelques fonds afin de faire creuser des puits. Parce que l'approvisionnement au niveau des rivières, l'approvisionnement au niveau des ruisseaux, et ça n'est pas sans conséquence. Merci. Merci beaucoup, cher confrère. C'est aussi une solution. Nous avons de l'eau. Et notre problème qui se poserait, c'est la qualité de cette eau. Est-elle propre pour s'assurer aussi euh, de sa protection? C'est un des problèmes. Parce que euh, l'autre problème, c'est que partout, on ne peut pas avoir la même profondeur de la nappe phréatique pour trouver de l'eau. Donc, il y a des endroits où la nappe phréatique est proche, à 3 4 mètres, vous y êtes, 5 mètres, vous y êtes, mais à d'autres endroits, il faut aller beaucoup plus profondément sous terre pour trouver cette nappe d'eau. Merci pour la suggestion. Quelqu'un d'autre peut avoir une autre suggestion. Il est la bienvenue. Alors, c'est Stani qui a la main levée. Monsieur Stani, allez-y. Merci beaucoup, cher professeur. Et je m'excuse pour le bruit de fond du générateur. En fait, nous faisons souvent au problème d'électricité. Vraiment, ça, c'est un défi par rapport à la question du collègue. Je pense que, à mon avis, je pense que dans les zones où où l'eau est rare, je pense qu'il est crucial de mettre en place des méthodes de stratégie adaptées pour maintenir une hygiène des mains efficace. Par exemple, en utilisant des techniques de lavage économique, soit des solutions hydroalcooliques, voire même des dispositifs portables ou des systèmes de récupération d'eau. Donc, je pense qu'il est possible de surmonter les défis liés à la pénurie d'eau et de garantir la sécurité sanitaire. Je pense qu'il est aussi, il faut aussi sensibiliser. Lorsqu'on met ces pratiques, il faut sensibiliser et éduquer la population, voire même les personnels de santé sur ces pratiques. Et c'est vraiment essentiel pour permettre une adoption reçue et durable. Merci. Oui, professeur, y a-t-il moyen de placer un mot aussi, euh, sans déroger le gouvernement, l'État de ses responsabilités fondamentales de pouvoir essayer de donner un accès des soins. Un instant, le professeur a été déconnecté.
Le professeur a connu un problème de communication. Nous allons essayer de pouvoir continuer donc de cette façon-là. Donc, je disais que sans déroger l'État de ses responsabilités fondamentales par rapport à donner accès de qualité à toute la population et de manière équitable, chose qui est idéale, euh, les solutions proposées par les collègues valent tout autant. Ça veut dire que ici, au niveau de la structure et au niveau de la zone de santé, il est important, ou du district sanitaire, il est important d'avoir les quelques spécialistes que nous avons afin qu'ils puissent faire leur apport par rapport aux problèmes que nous rencontrons. Nous allons essayer de nous expliquer. Il existe une saison dans certains pays, évidemment, dans la plupart des nôtres, une saison de pluie, une saison sèche. Les stocks d'eau que nous avons, généralement, il est recommandé que les stocks puissent être capables de couvrir, par exemple 72 heures. Mais alors, en dehors du fait qu'on a un approvisionnement en eau courante qui vient par les régies d'approvisionnement en eau, il peut y avoir un recueil d'eau par les gouttières, l'eau de pluie par des gouttières jusqu'à un lieu de stockage. Cette eau de pluie pourra être traitée en fonction des analyses qui sont faites de façon à réduire le risque de pouvoir transmettre des infections par rapport à cela ou pouvoir prendre une eau qui puisse être de qualité pas acceptable. Donc, il existe un traitement justement intermédiaire ou bien de cette eau-là, de façon à la rendre un peu plus acceptable et utilisable dans les conditions sanitaires voulues. Alors, ce qui se fait par rapport à la creusée de puits d'eau, les communautés peuvent s'entendre. Je vais donner une expérience de nouveau du milieu rural. Vous avez par exemple une communauté ici, par exemple, c'est Benachimpuma. Vous avez par exemple ici, c'est des Benachimanga. Vous avez ici, c'est des collectivités. Les collectivités s'entendent de façon à ce que la structure de santé qui est fréquentée par tous, parce que dans la communauté, tous les gens qui sont dans les différentes collectivités viennent dans une structure de santé qui est installée dans une collectivité. Alors, en ce moment, elles s'entendent de façon à ce que s'il y a un puits à creuser et à ménager, on va pouvoir essayer de pouvoir le faire avec la contribution de tous. Et dès que l'eau arrive, l'eau va servir elle va pouvoir servir cette institution. Mais également, essayer d'identifier les partenaires de santé qui interviennent dans le domaine de WASH, donc on avait dit dans le domaine de eau, hygiène et assainissement. Si une pompe peut être mise de façon à ce que l'hôpital puisse être approvisionné de cette façon-là. Et en ce moment-là, des pompes mécaniques qui peuvent ramener l'eau de la nappe aquifère ou phréatique pour que, en ce moment-là, cela puisse servir la communauté. Nous disons que tout est aspect organisationnel, sans déroger l'État de sa responsabilité de prise en charge sanitaire de sa population, les communautés localement peuvent s'organiser, traiter du problème. Eh bien, c'est notre institution hospitalière qui donne, ou de santé qui donne les soins de santé à tout le monde sans exception. Pouvons-nous nous organiser pour faire ça? Ou bien on se dit, on va pouvoir faire des tours pour pouvoir ramener de l'eau. Et je dis bien que ça dépend de la grandeur de la structure, de façon à ce que la collectivité A puisse amener l'eau lundi, la collectivité B mardi, mercredi, ainsi de suite. Et nous avons un approvisionnement régulier. Je dis tout ceci est à pouvoir adapter en fonction des circonstances. Voilà un peu ce qui peut être donné comme suggestion. C'est des choses qui ont marché. Quand je parle des groupements de Benachimpouma, les groupements de Benachimanga et les autres, ça a été des groupements qui ont été visités dans une circonstance de conflit autour d'eau ou de puits d'eau. Et on a essayé de régler ces problèmes-là pour qu'on essaie d'approvisionner tour à tour les différentes communautés ou les différentes structures en eau en mettant des responsables là-dessus. Voilà, ça a été long, mais c'est essayer de s'adapter aux circonstances pour essayer de résoudre le problème en utilisant les compétences et les ressources localement disponibles. À vous, y a-t-il une autre intervention? Oui, cher collègue Guillaume Yapo, essayez maintenant. Apparemment, allez-y, essayez de parler. Hélas, cela n'arrive pas. Une autre intervention, s'il vous plaît, chers collègues.
Alors, je pose une question par rapport à, pas à l'approvisionnement en eau, mais par rapport à l'utilisation des visuels qui puissent être rappelants de, de la nécessité de pouvoir faire l'hygiène des mains. Nous sommes dans nos formations sanitaires. Regardons-les toutes maintenant, au même moment. Est-ce que nous avons des affiches sur les 5 moments d'hygiène des mains et les affiches sur la technique d'hygiène des mains prônée et décrite telle que décrite et prônée par l'OMS? Avons-nous cela attaché, bien mis à côté de chaque station d'hygiène des mains dans nos structures où nous sommes? Parce que nous parlons de tout, il faudra se rappeler que l'approche multimodale, la stratégie multimodale est de mise. Dans la communication PCI, avons-nous les posters ou les affiches sur les 5 moments d'hygiène des mains et les affiches sur la technique d'hygiène des mains telle que prônée par l'OMS disponibles au niveau de nos stations d'hygiène des mains dans nos structures de santé? Oui, cher collègue Alex, allez-y. Oui, merci encore, docteur Valérie. Moi, je puis affirmer que les affiches existent et à chaque point, chaque station de lavage de mains, il y a une affiche qui est là. Alors, comme je le disais, pendant que j'étais à l'OMS, pendant mon séjour à l'OMS de 2020 à 2023, là, le constat qui avait été fait est que beaucoup de personnel de santé ne regardent pas l'affiche. Même si l'affiche est devant le robinet, devant le lave-main, beaucoup viennent et tout de suite penchent la tête, ouvrent le robinet, se lavent les mains et repartent. Ça, c'est un premier constat qui avait été fait lors de nos évaluations. Le deuxième constat est que plusieurs ont trouvé contraignant de respecter toutes les indications de l'OMS, telles que toutes les étapes nécessaires qui sont recommandées dans ces planches qui sont collées là. Ils ont trouvé ça très contraignant. C'est vrai, certains ont accepté, mais d'autres ne trouvaient pas. C'est pour dire qu'il y a des affiches qui sont là. Parfois, c'est peut-être une volonté personnelle, c'est peut-être un manque d'inattention, c'est peut-être l'habitude de ne pas souvent lire ce qui est devant nous. Ces affiches existent, mais ne sont pas souvent consultées ou regardées. Merci, à vous. Merci beaucoup, cher collègue Alex. Rapidement, je voulais un peu poser la question. Est-ce que dans la structure PCI, dans la mise sur pied des équipes PCI ou même dans la mise en œuvre du programme PCI, est-ce que nous avons les champions PCI au niveau des services, par exemple, où vous avez trouvé que le personnel de santé? Je rappelle que ici, le champion PCI, vous pouvez avoir dans une structure où vous avez le responsable PCI qui est là. Au niveau d'une unité donnée, il y a quelqu'un qui est en charge de pouvoir rappeler, de pouvoir appuyer, de pouvoir aider les collègues qui sont autour, de pouvoir regarder justement la mise en œuvre de façon quotidienne, là où lorsque les collègues sont en train de travailler. Est-ce que nous avons les champions PCI? Et deuxième question, est-ce qu'il y a de genre de compétition qui permettrait à ce qu'on puisse avoir des incitatifs, pas financiers, mais par exemple une prime, une proclamation, par exemple, d'une unité pour dire elle a été championne dans l'hygiène des mains. Eux, ils ont une bonne observance par rapport à l'hygiène des mains avant de toucher les malades, après avoir touché les malades, après avoir ce genre de choses, parce que ça permet de créer une certaine émulation et ça ferait que les gens puissent adhérer parce que les personnes de nature, personne ne voudrait être dernier. Ça va faire que ces incitatifs vont pouvoir permettre à ce que notre unité, qui était moins performante dans une circonstance donnée, puisse se battre afin que le mois prochain, en ce moment-là, puisse être performante. Non seulement qu'on va pouvoir primer, mais les primes peuvent être, par exemple, que c'est des médaillons qu'ils reçoivent, c'est par exemple un diplôme imprimé qui dit que voilà, pour ce mois, ils ont été des champions. Donc, ma question va dans ce sens-là. Est-ce que nous avons des champions PCI qui font ce travail-là? Et des deux, est-ce que nous avons, par exemple, des compétitions qui permettraient de pouvoir réveiller une certaine émulation
entre les différents services et différentes équipes par rapport à justement cette observance-là des mesures PCI. À vous, cher Alex. Merci, docteur Valérie. D'entrée de jeu, je voudrais déjà remercier pour la stratégie également, parce que ça pourrait être une bonne stratégie pour de motivation, mais à notre niveau, on n'a pas de motivation de ce type-là pour essayer d'encourager des personnes qui font dans la PCI. Nous n'avons pas pu mettre ça en place. Ce que nous avions fait, c'est que lorsqu'on faisait des formations, donc à la suite de ces petits renforcements de capacités dans les formations sanitaires, qui étaient d'ailleurs l'auditoire, les participants étaient pluridisciplinaires en fonction donc de ce que le responsable de la structure aura identifié avec notre aide, parce qu'on avait besoin de profils. Et donc, on mettait en place, après la formation, un comité PCI, comité provisoire. Parce que rien, comme je vous ai dit, il n'y a pas de programme PCI au Gabon, il n'y a pas de comité PCI officiel qui existe. Donc, on mettait en place dans chaque structure où nous avons eu à faire des formations, aussi bien au public que privé, un comité PCI où nous avions des responsables. Et c'est à ces responsables-là, on essayait d'échanger pour les encadrer, pour les accompagner dans le suivi. Mais également, comme je l'ai déjà souligné, là où ça ne marchait pas très bien, c'est au niveau de l'implication des responsables justement des structures qui devaient, par exemple, aider les agents dans les intrants, dans la fourniture des équipements, dans la mise à disposition du petit budget, dans la mise à disposition d'un certain nombre de choses pour que de ce petit comité-là, même s'il est en quelque sorte informel, mais du fait de ce que le responsable savait que la formation est faite et qu'il y a des délégués qui sont là par rapport à telle ou telle activité, malheureusement, ça ne suivait pas. Malheureusement, ça ne prenait pas. Et donc, du coup, certains aspects sur lesquels nous, on voulait s'appuyer, qui peut-être demandaient un apport financier, étaient un peu, j'ai envie de dire, délaissés. Mais pendant la COVID, ça marchait. Et après la COVID, ça n'a plus été ça. Il y a eu un grand relâchement. Donc, je pense que mon collègue, qui est également là, M. Massandé, qui est à l'Institut du Gène, nous suit et qu'il pourrait effectivement très bien noter, par exemple, cette motivation-là qu'on pourra proposer aux responsables des formations sanitaires. Mais déjà, il y a la réticence de ce que la PCI occasionne plus de dépenses que de recettes. Donc, je peux le résumer ainsi. Merci, à vous. Je suis très intéressé par votre conclusion. Donc, du commun de mortels et des gestionnaires, ils pensent que la PCI apporte plus de dépenses qu'elle n'en, qu'elle ne permet de faire des économies. Que des consultations, par exemple, que des consultations dans la formation sanitaire. La PCI va dire d'acheter le sachet, va dire de porter une paire de gants par malade, va dire d'utiliser une surblouse, etc., etc. Ce sont des intrants, des consommables qui coûtent cher à la structure. Et en retour, on ne voit pas trop au niveau financier les apports de la PCI qui pourraient être à long terme. On est encore en train de travailler dans ce sens-là au niveau des responsables des formations sanitaires, mais c'est également le débat. C'est également à ce niveau où il y a beaucoup d'hésitation. Merci. OK, je viens de comprendre ce à quoi vous faites référence. OK, je crois qu'il est mieux, chers collègues, que chacun d'entre nous fasse un effort pour essayer de retrouver le coût des infections associées aux soins, de regarder les dépenses qui sont faites par rapport aux infections associées aux soins. Si peut-être la formation sanitaire elle-même ne prend pas en charge cela, mais les aspects juridiques qui sont en route feront aujourd'hui que si jamais un personnel est affecté par cela et que de droit, cette personne n'a pas été protégée par l'employeur, ben, l'employeur peut être répondant. Un malade qui entre dans une structure et qui acquiert une infection associée aux soins qui entraînerait des dépenses, je crois que les dépenses sont plus grandes. D'ailleurs, quand vous avez un médecin, vous avez un infirmier, vous avez tout autre personnel qui, par exemple, a eu une tuberculose professionnelle, et cette personne-là est mise hors service pendant longtemps, le coût est très élevé.
par rapport à avoir acheté des masques qui permettraient à ce que cette personne, par rapport à avoir amélioré la ventilation. Donc, je crois qu'il faut que nous puissions revenir sur la réalité des économies. Si ce n'est pas vu immédiatement, les économies réalisées par la PCI par rapport aux dépenses qu'occasionnerait telle ou telle autre maladie, les économies sont très, très grandes. Alors, je crois qu'il faudra que nous puissions rentrer sur ces présentations qui amèneraient notre personnel et notre hiérarchie à le comprendre tout autrement. Et peut-être pour clôturer, les aspects d'avoir les champions PCI et les incitatifs qui pourraient venir déjà tout simplement du personnel au niveau de la structure pourraient demander à ce que nous ne puissions pas aller voir la hiérarchie au niveau du ministère, au niveau du district, mais déjà au niveau de la structure où nous sommes. Il y a des choses comme ça qui peuvent se faire. Parce que, et ça peut encore de nouveau vous étonner, nous sommes dans la lutte contre Ebola et nous sommes dans une zone de santé, celle de Butembo, en République démocratique du Congo. Le personnel de santé de ses primes habituelles a fait un effort pour économiser de l'argent et finalement acquérir un terrain à côté de manière à faire une extension. Donc, ça veut dire que nous nous regardons nous-mêmes comme communauté. L'implication communautaire est là. Alors, nous jouons ici avec deux aspects de responsabilité où nous avons la responsabilité de l'État, mais en attendant, nous, au niveau local, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est ainsi que je vous invite à faire l'identification et le rôle d'identification et le mapping donc des intervenants, des partenaires qui peuvent aller jusqu'au niveau des entreprises qui sont au niveau local. Comment est-ce qu'elles peuvent prêter un coup de main de l'une de l'autre manière pour essayer d'alléger tant soit peu dans une aire de santé, dans un district sanitaire donné, les différents problèmes qui peuvent être là. C'est ainsi que vous pouvez, par exemple, passer, écrire une lettre et demander, nous avons besoin d'une coupe. La coupe à décerner au service. Je vous dis que vous pouvez avoir cette coupe même d'un privé. Chaque mois, vous pouvez à ce moment-là donner une récompense à l'équipe gagnante. Et ça va circuler comme ça. Si une équipe, par exemple, réussit à pouvoir garder 3 mois successivement cette coupe-là, de champion PCI, la coupe va rester dans le service. Donc, les gens vont se battre pour essayer de garder cette coupe-là. Donc, je vous donne quelques éléments qui pourraient aider l'un ou l'autre à pouvoir réaliser cela. Le partage est là, peut-être que d'autres pourraient bien donner les éléments. En attendant que le prof reprenne parole, nous avons dans la boîte à conversation un lien d'appréciation et d'évaluation des prestations et notamment de la séance de ce jour. Nous sommes priés de pouvoir cliquer dessus et essayer de pouvoir réagir et donner nos appréciations et nos suggestions pour améliorer donc notre messe de tous les vendredis. Professeur Ali, bon retour, à vous la parole. Votre micro est certainement fermé, vous parlez à vous-même, professeur Ali. Je sais qu'il a de nouveau ce problème d'ouvrir le micro qui se pose de temps à autre avec son dispositif. Oh là là. Y a-t-il une autre intervention? Chers collègues, Stani, est-ce que cela vous va, ces suggestions? Ou Alex, je crois que c'était Alex ou Stani qui parlait, sinon c'était Alex. Est-ce que ces suggestions pourront être capitalisées, être utilisées pour essayer de pouvoir inciter les uns et les autres à adhérer à ces mesures PCI, en mettant bien sûr un programme PCI et un plan d'amélioration donc de la qualité PCI? Oui, docteur Valérie, merci beaucoup. Je disais d'entrée de jeu que je prends note. C'est une version des stratégies que nous n'avions pas encore essayé. Nous allons l'appliquer. On va voir au niveau même en interne comment cela pourra se faire dans l'optique de pouvoir améliorer, sensibiliser le personnel, etc. C'est très bien et je vous remercie pour cette contribution. Merci beaucoup. Le professeur nous entend, il va faire une intervention en différé. Professeur, à vous la parole. Je sais que votre micro a refusé de s'ouvrir. Vous êtes bien audible auprès de nos participants. Oui, professeur. Merci beaucoup, docteur Valérie. Je ne sais pas si vous m'entendez. 5 sur 5 pro. OK. Merci beaucoup. La technique a ses caprices,
Je remercie tous les participants. Je pense que l'expérience de ces jours est quand même captivante et je propose que nous puissions le faire d'autres fois ultérieurement pour que pour chaque thème que nous aurons, que nous puissions discuter un jour de cela en donnant la parole aux participants pour donner l'expérience de nos différentes régions. Je vous remercie et à la semaine prochaine pour un autre thème. Merci. Merci beaucoup, professeur. Quelqu'un disait même tout à l'heure ou suggérait que ça puisse se faire chaque dernier vendredi du mois. Ça peut être une chose assez intéressante où nous avons ce partage d'expérience. On va pouvoir discuter probablement. Mhm. C'est intéressant. Moi, je pense que c'est une très bonne proposition. C'est une très, très bonne proposition parce que nous discutons pendant 3 semaines et le dernier vendredi, ben, on donne la parole à tout le monde. Merci. On peut continuer à en discuter, mais ceux qui ont des propositions peuvent toujours les envoyer. Merci beaucoup, professeur. Et, à tout un chacun. Le prof nous a déjà dit merci et au revoir. Certainement très apprécié cette séance, professeur. Merci pour tout et certainement à vendredi prochain. Merci beaucoup, docteur Valérie. Merci, au revoir. Au revoir. N'oublions pas de remplir le formulaire là, hein. Et on attend encore quelques temps pour remplir le formulaire pour l'un et pour l'autre. Oui, oui, oui. Oui.